Milon, Claudius. Deux hommes politiques romains, deux démagogues, qui nourrissent l'un pour l'autre une haine farouche. Deux hommes au destin parallèle. Le 13e jour avant les calendes de février, vers la 9e heure, ils se croisent devant une demeure de Claudius. Immédiatement, un combat éclate à l'issue duquel Claudius est assassiné. Pour la défense de Milon, c'est-à-dire pour son avocat, le plus célèbre d'entre tous peut-être, Cicéron, les choses sont très simples. Claudius est attendu à guet-apens à Milon, mais à la surprise générale, la situation s'est renversée et c'est pour Claudius, prêt à son propre piège, que les choses ont mal tourné. Est-ce la vérité? Que s'est-il réellement passé sur la Via Appia, ce 13e jour avant les calendes de février? Titus Annius Milo. Sa vie est globalement très mal connue. Nous avons cependant quelques éléments sur lui. Son surnom, Milo, viendrait de Milon de Crotone, athlète grec qui était, comme notre homme, aussi fort que prétentieux. Sa famille, riche et plébéienne, était d'origine obscure, et aucun de ses ancêtres n'a exercé de magistrature. Ainsi, quand il devint tribun de la plèbe en -57, il est un homonomus. Proche de Pompée et de son clan des Optimates, il reçoit leur soutien contre César. Il est l'un des instigateurs du rappel de Cicéron, qui, après l'affaire Catilina, avait été exilé sur l'initiative de notre deuxième protagoniste, Claudius. Il fait une carrière politique classique et gravit les échelons du cursus honorum en étant élu quaesteur, puis édile et enfin préteur en -55. La même année, il épouse Fausta, la fille de l'ancien dictateur Sylla, ce qui renforce encore plus son alliance avec les Optimates. En -53, alors qu'il se présente au consulat, Claudius se présente à la préture. Ils constituent tous deux des bandes armées qui s'affrontent sans cesse. Ces désordres retardent les élections et accentuent la compétition et la haine entre ces deux hommes et leur parti. De l'autre côté, nous avons Publius Claudius Pulcher, ou plus simplement Claudius. Né en -92, il est issu d'une famille patricienne de renom, la famille Claudii. Cette famille compte dans ses rangs le censeur Appius Claudius Caecus, qui a donné son nom à la Via Appia. Il n'est pas un homonomus comme son adversaire. Son père fut consul en -76 et son frère en -54. Sa sœur, en outre, était la célèbre Lesbie, l'amie du poète Catulle. Orphelin à 16 ans, il effectue ses premières armes en Asie sous le commandement du général Lucullus, marié à sa sœur. Il commence son cursus honorum et devient quaesteur en -62. Mais éclate alors, en décembre de cette même année, le scandale de la Bonadea. Ces cérémonies dont sont ordinaires exclus les hommes ont lieu chez le grand pontife. Cette année-là, c'était César lui-même. Or, Claudius est amoureux de la femme de César et fille de Pompée, Pompeia. Déguisé en joueuse de flûte, il va à la cérémonie mais y est découvert. Le scandale est énorme, et les Optimates se servent de ce scandale contre César et les Populares qui eux, tentent de minimiser l'affaire. Claudius est acquitté car les juges sont corrompus, mais Cicéron a failli faire tomber son alibi. C'est là que la haine entre ces deux hommes commence. Claudius se lie alors à César, alors que Cicéron devient le porte-parole des Optimates. En -60, Claudius tente d'accéder au tribunat. Il connaît un premier échec, mais il est élu lors de sa deuxième tentative avec l'aide de César. Il change alors son nom de Claudius en Claudius, ce qui le rapproche du peuple. Puis César part en Gaule 2 ans plus tard, et Claudius devient son ombre au Sénat. Il faut alors voter une loi condamnant quiconque aura fait exécuter un Romain sans lui avoir permis de faire appel au peuple. Loi qui ne vise que Cicéron, qui a fait tuer les complices de Catilina. Cicéron est donc en exil. Pendant ce temps, Claudius est le champ libre. Il espère devenir le maître de la ville et fait régner la terreur grâce à ses hommes armés. Les grands hommes comme Pompée sont terrifiés. Les bagarres entre partisans de Milon et de Claudius sont incessantes. En -57, Milon devient tribun et fait revenir Cicéron. Fou de rage, Claudius continue à s'acharner contre Cicéron et brûle notamment sa maison. Les accords de Leucre l'année suivante ramènent un semblant de calme, mais Claudius continue de s'attaquer à Milon. En -52, Claudius se présente à la préture et Milon au consulat. Il est impossible pour ces deux hommes de cohabiter à la tête de l'État. L'issue de cette rivalité ne peut qu'être tragique. Et c'est précisément la mort qui attendait Claudius, ce 13e jour avant les calendes de février, sur la Via Appia. Pour mieux comprendre cette affaire, il faut se replonger dans le contexte. Une période trouble, dominée par les conflits politiques, les tensions, les guerres de clans, et parmi eux, celui de Claudius et celui de Milon. Vous êtes le prêteur urbain, responsable de la sécurité à Rome. Quelle est l'ambiance qui règne actuellement dans les rues de notre ville? Objectivement, l'ambiance en ce moment à Rome est très préoccupante. Il faut appeler les choses par leur nom, un parfum de guerre civile règne en ce moment dans les rues.
Les bagarres entre les partisans de Milan et Claudius sont quotidiennes, la nuit mais aussi la journée. Les émeutes sont fréquentes. Pour maintenir l'ordre, ou plutôt tenter de maintenir l'ordre, mes soldats sillonnent tous les coins de rue, mais la tâche est lourde, très lourde pour eux. Le meurtre de Claudius Dis plutôt la mort de Claudius. Oui, vous avez raison, l'affaire n'a pas encore été jugée. La mort de Claudius, donc, a littéralement déchaîné les passions. Mais il y a pire. Juste après l'annonce de celle-ci, la curie a été incendiée, ainsi que la basilique Porcia et une partie du forum. La ville est donc séparée en deux clans adverses qui ne cessent de vouloir en découdre. Mes hommes sont débordés, ils ne savent plus où en donner de la tête, et mettent chaque jour leur vie en péril pour tenter d'arrêter de violentes émeutes. Comment envisagez-vous l'avenir? Eh bien, à vrai dire, nous espérons beaucoup du Senatus Consulte Ultime qui vient d'être remis à Pompée. Pour tenter de ramener la paix ou au moins une certaine forme de sérénité dans la ville. Mais je ne me leurre pas, je sais que ce sera très difficile. De toute évidence, il s'agit certes d'une affaire privée, mais il y a bien d'autres enjeux que la simple haine entre Milan et Claudius. Alors justement, pouvez-vous nous éclairer sur ces autres enjeux? Qu'est-ce qui se cache derrière l'opposition entre ces deux hommes et leur clan? Et surtout, pour expliquer les choses clairement déjà, à quand remontent les troubles? Eh bien, à vrai dire, les événements ne sont pas récents. La République a très bien fonctionné pendant des siècles. Nos institutions étaient solides, notamment par la présence de deux consuls, alors que nous avions connu les débordements du pouvoir entre les mains d'un seul homme sous la royauté. Le pouvoir était régulé par le Sénat, les comices, etc. Mais tout cela n'a duré qu'un temps. La machine s'est grippée. Les troubles remontent à quelques décennies en arrière. À l'époque des Gracques, par exemple, les réformes instaurées par ces deux frères ont suscité des troubles. Et cela s'est clos, comme vous le savez, par l'assassinat des deux tribuns. Ensuite, nous avons eu la guerre civile entre Sylla et Marius, avec l'apparition des proscriptions, de sinistre mémoire. C'était donc, on peut dire, excusez-moi du terme, mais c'était le début de la fin. Quelle était la cause de cet affrontement entre ces deux hommes? Des ambitions contradictoires, et aussi la réforme de Sylla pour les armées qui a donc abouti à la création d'armées professionnelles. Marius y était totalement opposé, il voyait bien là la sinistre machinerie instaurée par cette réforme. Les soldats n'étaient plus des citoyens qui exerçaient une fonction pendant un temps précis, mais bien des volontaires qui voyaient là comme seul but l'obtention d'un maigre salaire et qui pouvaient devenir par la suite des sortes d'hommes de main au service de chefs qui les payaient pour effectuer des actes répréhensibles et qui n'allaient pas du tout dans le sens de la cité. Mais l'ordre a été rétabli après ce triste épisode. Oui, évidemment, mais péniblement. Et la paix n'a duré que peu de temps pour déboucher à nouveau sur des conflits entre les optimates et les populares. Au sein des populares, justement, nous trouvons principalement trois hommes, Pompée, César et Crassus. Et pourquoi n'ont-ils pas réglé cette situation conflictuelle eux-mêmes? Oh, mais ils sont loin de s'entendre. Leur seul point commun est le désir de vouloir combattre les optimates pour gouverner. Lorsqu'ils s'unissent, leurs forces sont redoutables. Mais les disputes causées au sein du clan par les optimates qui par exemple se rapprochent de Pompée car ils craignent encore plus César mettent complètement à mal cette union. Qu'est-ce qui a amené les deux grandes figures que sont César et Pompée à s'opposer? Exactement la même chose que ce qui a fait s'opposer Sylla et Marius, qui d'ailleurs je le rappelle était le propre oncle de César. Nous avons à nouveau deux hommes ambitieux, prêts à malmener leurs institutions pour cela. Pompée était d'abord proconsul, il a donc essayé de déposséder César de ses pouvoirs de proconsul à l'aide du Sénat afin de l'éliminer politiquement. César a ensuite répliqué en effectuant un acte célèbre mais illégal qui est de franchir le Rubicon avec des forces armées afin d'atteindre Rome. En bref, ces deux chefs sont plus préoccupés d'affirmer leur pouvoir que de servir les concitoyens qui les ont élus. César et Pompée sont donc tous les deux opposés, et pouvez-vous faire le lien avec les deux hommes qui nous intéressent, c'est-à-dire Milan et Claudius? En vérité, Milan et Claudius ne sont que des marionnettes entre les mains des puissants qui les utilisent eux et leurs partisans pour leur pouvoir personnel. Les deux leaders, César et Pompée, agissent ainsi directement sur la population. Je m'explique. Ils noyautent la classe politique, disposent d'agents qui manipulent l'opinion publique et intentent continuellement de violents procès pour éliminer leurs adversaires. Ils n'hésitent même pas à commanditer de violentes agressions physiques. Vous savez, dans une population où la famine et la misère est très importante, il est très facile de trouver des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour un maigre salaire et un peu de pain. Et comme le chômage et la misère sont en constante augmentation à Rome, oui, la situation est très préoccupante. Ce que vous nous dites au fond, c'est que la lutte entre Milan et Claudius n'est qu'un écho d'opposition qui les dépasse largement, Ouais. et qui s'inscrit dans un contexte de déliquescence générale. Oui, tout à fait. Pour ne rien vous cacher, je crains vraiment pour notre République. L'affaire semble donc en apparence très simple. Claudius est mort, c'est donc Milan qui l'a tué et qui doit être condamné. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que pense Cicéron, qui présente une toute autre version de l'affaire. En exclusivité, voici quelques extraits de sa plaidoirie. Milo veretur paenulatus una sideret uxor. Quidorum non impedissimum vestitus an vehiculum ant comes, qui in minus promptum ad pugnam, cum paenula erititus raeda impeditus, uxore paene constrictus esset?
Milo, qui nun quam tum casu pueros symphoniacos suxoris ducebat, et anqueam greges. Iter expediti latronus cum Milonus impedimentis comparate. Semper ileante cum uxore, tum sine ille qui semper sencus scorta, semper exolitos, semper lupas duceret, tum neminem, nisi ut virum a viro lectum esse diceres. Fit obiam Claudio, ante fudum eius, ora fereum decima, aot non multo secus. Statim, cum plures cum telis in unc factunt, de loco superiore impetum, adversi redarium occidunt. Cum autem hic de raida reiecta, paenula desiluset, sequa creanimo defenderet. Illique erant cum Claudio gladis eductis. Partim, recurre ad raedam ut a tergo Milonem adorirentur. Partim, quadunc iam interfecum putarent, caedere incipiunt eius servos qui posterant. Ex quibus, qui animo fideli in dominum et praesenti fuerunt. Partim occi sunt, partim, cum domino succurrere prohiberentur. Milonem occi sum. Et, ex ipso Claudio audierent, et revera putarent. Fecerunt, il savi Milonis, quod suos quisque servos, in teli re facere voluset. Pour Cicéron donc, l'affaire ne fait pas de doute. Bien sûr que Claudius est mort, mais c'est lui qui a prémédité l'attaque et qui a tenté de tuer Milon. Milon l'a donc tué en état de légitime défense. Et nous pourrions en rester là, mais cette affaire n'est pas une affaire ordinaire. En réalité, ni le meurtre, ni même la plaidoirie ne se sont passés ainsi. Sextus Cedius, vous êtes sénateur de Rome, ami et proche de Claudius. Vous êtes capital pour notre affaire, c'est vous qui avez trouvé le cadavre de Claudius et qui l'avez ramassé. Vous devez sûrement connaître la version de Milon qui dit que c'est Claudius l'agresseur et que c'est lui qui a tendu l'embuscade. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version? L'agresseur? Vous voulez rire? Vous auriez dû voir dans quel état je l'ai ramassé. Vous ne croiriez jamais Milon. Claudius n'est en aucun cas l'agresseur. J'étais abasourdi quand j'ai découvert son corps au milieu de la route, nu, dans un état tout simplement lamentable. Parce qu'ils ne l'ont pas seulement tué, non. Ils se sont acharnés sur lui. Ils lui ont retiré ses vêtements et ils l'ont jeté comme un vulgaire esclave sur la route. Je l'ai aussitôt ramené chez moi et je l'ai exposé dans l'atrium de ma villa. Ma femme était dévastée. Elle pleurait, se griffait et s'arrachait même les cheveux. Des dizaines de personnes sont aussitôt arrivées pour le pleurer. Alors, vous croyez toujours Milon? Claudius ne l'a pas attaqué, j'en suis sûr. Vous dites donc que vous avez amené son cadavre chez vous. Que s'est-il passé ensuite? Qu'avez-vous fait de sa dépouille? Eh bien, je l'ai emmené jusqu'au forum, pour montrer à tous jusqu'où s'étendait la cruauté et la violence de Milon. Après, ensuite, il y eut l'émeute. Les partisans de Milon ont improvisé un bûcher, la curée après feu. Mais au fond, je n'y suis pour rien. C'est de sa faute si l'émeute s'est déclenchée. C'est lui qui a tué Claudius. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait et je l'assume. Si on me condamne, cela montrera bien que notre République et les tribunaux sont pourris. Votre témoignage est très précis. Vous n'êtes donc pas d'accord avec la version de Milon. Comment, d'après vous, s'est passée la rencontre? Ce que dit Milon, c'est une calomnie, un mensonge digne de Mercure. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'ils se sont rencontrés par hasard et que cela a dégénéré. Et si c'est un guet-apens, et je dis bien si, alors c'est Milon qui en est l'auteur, mais pas Claudius. D'ailleurs, vous savez sûrement que c'est le tribun Célius qui a répandu cette rumeur dans notre belle cité. Eh bien, tout le monde le sait, ce n'est pas une révélation. Milon l'a soudoyé, il l'a payé. C'est l'argent qui fait que les Romains ont une image fausse de Claudius. C'est ce même argent qui fait que notre ville se morfond. L'argent, la gloire, l'ambition, toutes ces pseudo-valeurs qui n'ont rien à voir avec le mos maiorum. Voilà ce qui ruine notre cité. Après cette déclaration pour le moins engagée, le doute est jeté sur la version de Milon. Qui croire? Un élément capital va peut-être faire basculer votre conviction. En exclusivité, nous vous proposons d'entendre un témoin oculaire de l'affaire, un esclave de Milon. Pour des raisons évidentes, son visage sera masqué et sa voix sera transformée. Votre témoignage est très précieux dans cette affaire, même capital, car vous êtes un témoin direct. Vous avez vu la scène de vos propres yeux. Vous savez donc ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Voilà ma question, tout simplement. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre fatale et nous décrire les circonstances de la mort de Claudius? Il est évident qu'il l'a bien mérité. Il avait prémédité de façon odieuse un guet-apens. Il a dit à tout le monde qu'il allait tuer Milon, et il l'a fait. Le jour du meurtre, enfin, je veux dire le jour du guet-apens, mon maître sortait d'une séance du Sénat, et nous l'accompagnions sur la Via Appia. Nous marchions en toute innocence. Nous ne voulions pas croire les menaces de Claudius et... De toute façon, nous n'avions pas peur. Et c'est alors, à notre plus grande surprise, que nous sommes tombés sur Claudius. Il s'était caché dans la colline, avec ses hommes.
et avait attendu le moment où Milon et les nôtres allions passer devant sa villa. Nous n'en avons pas cru nos yeux. Quand nous avons vu ces moins que rien sortir de leur cachette et fondre sur nous de tous les côtés, même à revers, c'est lâche. Cette version est effectivement celle de Milon et de son avocat, Cicéron. Et vous savez qu'elle ne fait pas l'unanimité. Déjà, Claudius est quand même mort. Mais enfin, comment pouvez-vous critiquer un homme exceptionnel tel que Milon et défendre un lâche comme ce Claudius? J'étais là et je sais bien ce que j'ai vu. Claudius a tendu une embuscade et Milon a gagné par son talent. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Certes, mais Milon avait quand même une escorte de garde armée autour de lui. On pourrait même penser que c'est lui qui a prémédité le coup. Des gardes, oui, mais pas bien nombreux. Encore une fois, nous étions surtout accompagnés par des danseuses, des joueuses de flûte. On dit aussi que vous avez été affranchi après cette affaire. Oui, c'est vrai, mon maître n'est pas un ingrat. Alors il m'a affranchi, moi et mes camarades, pour nous remercier de notre fidélité, de notre courage, de notre bravoure. Et on dit aussi que vous avez été affranchi pour qu'il soit impossible de vous torturer pendant l'enquête, de peur que vous avouiez ce qui s'est réellement passé. Calomnie, mensonge, ce ne sont que des mensonges. Soit, mais des hommes comme Scipion ont révélé que Claudius n'avait à ses côtés que 26 esclaves non armés. Et il a raconté une toute autre version de l'affaire. C'est Milon qui aurait tué Claudius sur la voie, l'aurait dépouillé de ses effets et par la suite aurait essayé de tuer son fils en bas âge. Et il aurait même peut-être prémédité cela. Que pensez-vous de cela ? Mais que me racontez-vous là? C'est absolument faux. Cela ne s'est jamais passé ainsi. Vous semblez nerveux. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? J'ai été affranchi, vous l'avez dit. On ne peut pas me soumettre à la torture. Je vous rappelle que vous témoignez sous couvert d'anonymat. Vous pouvez parler tranquille et dire la vérité. Bien, c'est bon. Vous avez raison, je vais dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Quand nous avons croisé la troupe de Claudius, nous nous sommes toisés. Mais nous avons d'abord passé notre chemin. Donc les choses auraient pu en rester là. Si deux gladiateurs de notre troupe, Eudamus et Biria, ne s'étaient pas mis à insulter l'escorte de Claudius. Alors le combat s'est tout de suite engagé. Mais le surnombre évident en notre faveur eut raison des esclaves de Claudius, qui sont presque tous morts. Claudius, quant à lui, a été touché à l'épaule par un trait. Aussitôt, 3 de ses amis l'ont emmené loin du combat, dans une auberge. C'est vrai que, là encore, les choses auraient pu en rester là, mais... Mais, que s'est-il alors passé ? Je dois l'avouer, mon maître l'a su. Et il ne voulait pas le laisser vivant. Il s'est dit que blessé, il serait encore plus un obstacle pour lui que mort. Voilà tout. Alors il a envoyé un groupe à leur trousse. Je le sais, j'en faisais partie. On a capturé 3 amis de Claudius pour les retenir captifs. Ils étaient dangereux, ils avaient tout vu. Quant à Claudius... Oui, que lui est-il arrivé ? Comment a-t-il été tué ? En fait, on l'a traîné jusqu'à la route, achevé, et dépouillé de ses effets personnels. L'histoire est donc bien plus sordide et accablante pour Milon qu'il n'a voulu le laisser croire. Cicéron a donc manifestement menti ou présenté l'affaire sous un jour très favorable. Avec cette présentation qui innocentait son client, le célèbre avocat de l'Antiquité, grâce à l'éloquence qui le caractérise, a dû réussir à emporter largement l'adhésion du tribunal, qui en plus ne disposait pas de certains éléments, comme le témoignage de l'esclave. On ne peut donc imaginer autre chose qu'une relaxe pour Milon. Et pourtant, Milon va être condamné. Ainsi, Cicéron, le grand avocat de l'Antiquité, ne va pas réussir à convaincre les juges. Pourtant, nous avons entendu sa brillante plaidoirie qui est maintenant un modèle pour l'Antiquité. Que s'est-il donc passé ? Quelle est la clé de ce mystère ? Elle est toute simple. Cette plaidoirie brillante, ce chef-d'œuvre, Cicéron ne l'a jamais prononcé. Et même ce jour-là, le 6e jour avant les ides d'avril, il n'a pratiquement rien dit. Ce jour-là, en effet, la foule des partisans de Claudius était déchaînée et semait une terreur bruyante. Les cohortes de soldats n'étaient pas moins impressionnantes, armes à la main. Milon a traversé la foule avec sa morgue habituelle, légèrement nerveux mais confiant. Il ne savait pas que son avocat, envahi par le trac et l'angoisse, allait perdre toute son éloquence et que, comme le dirait plus tard Dion Cassius, il n'allait rien dire de ce qu'il avait préparé et seulement murmurer quelques brèves paroles mourantes.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Accusé Titus Annius Milo, levez-vous. Que plaidez-vous? Comment ça, que plaidez-vous? Innocent, bien entendu. D'ailleurs, je ne vois pas l'utilité à ce procès. C'est une pitoyable comédie, une mascarade, comme cette agitation là, dehors. Regardez ces hystériques. Mais que fait notre République? Calmez-vous, accusé. La parole est à la défense. Citoyens, le moment est venu pour moi de défendre mon cher ami Milon. Je ferai tout mon possible pour assurer sa défense dans ce procès. Procès qui n'est qu'une mascarade. D'ailleurs, s'il y avait une justice, je ne devrais pas être ici. Cela devrait être les partisans de cet infâme Claudius que l'on devrait faire comparaître. Au lieu de cela, c'est moi qui ai tant fait pour Rome et qui, dans cette affaire, n'ai fait que me défendre, je le rappelle. Par Jupiter, tout cela est invraisemblable et pathétique. Écoutez attentivement Cicéron, il va vous le prouver. Sois sûr de toi et défends-moi avec ta fougue habituelle, et cela se réglera très vite. Accusé, vous n'avez pas la parole. Maître, nous vous écoutons. Bien, bien. Mon client est innocent. C'est Claudius qui voulait le tuer et s'en est pris à lui. Mais il a échoué. Mon client s'est tout simplement défendu. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Allons, mon ami, ressaisis-toi. N'écoute pas ces fous qui hurlent, ces minables. Tu ne vas faire qu'une bouchée de ces pitoyables avocats. J'y arrive pas, j'ai peur. Je suis tétanisé par cette foule. Mais enfin, reprends-toi. Tu sais ce que je risque dans ce procès. Fais quelque chose. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Et je ne sais pas, moi, pense à la postérité, à la déplorable image que tu laisses de toi. Mais fais quelque chose. Il complotait contre la République. Il voulait la mort de Milon. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas un homme capable de tels actes. Il n'aurait jamais pu l'emporter sur Milon. Il ne peut être qualifié autrement que de lâche, de femmelette. C'est avéré, Milon, lui, n'était pas dans de bonnes conditions, alors que Claudius était entouré d'hommes de main, connus pour leur qualité au combat et puissamment armés. Milon est le grand défenseur de la République. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Il ne peut être accusé de tel crime. C'est de la légitime défense. Claudius, lui, est le vrai coupable. Le vrai organisateur de cela. Il voulait tuer Milon. Il a tenté. Mais Milon était trop puissant pour lui. Milon était trop fort pour se faire battre. Mais que fais-tu? Tu n'as rien dit de valable. Claudius a tenté de m'assassiner. Je n'ai fait qu'user de mes droits de citoyen romain en me défendant. Voilà, il a dit toute la vérité. La belle plaidoirie de Cicéron, modèle parmi les modèles pour les avocats et apprentis avocats de l'Antiquité, chef-d'œuvre qui a ébloui tous les amateurs d'éloquence, n'a donc jamais été prononcé. Aexiut exposui, ita gesta sunt, insiator superatus est, vi victa vis, vel potius, virtute oppressa audacia est. Très bonne réplique. Cicéron, honteux de sa performance, l'a donc intégralement réécrite pour ne pas laisser à nous, à la postérité, le souvenir d'une plaidoirie avortée par un avocat terrifié et balbutiant. Le mot de la fin revient à Milon lui-même. Condamné, il dut s'exiler à Marseille. Cicéron lui envoya le texte de sa deuxième plaidoirie, et celui-ci, plein d'ironie amère, lui répondit « C'est une chance que ces phrases n'aient pas été prononcées sous cette forme au tribunal. Je ne serais pas en train de déguster de si bons rougets à Marseille. » Voilà le mystère du Promilonné éclairci.